sujet, c'est évidemment aujourd'hui L'homme révolté d'Albert Camus. Permettez-moi, pour introduire à cette thématique, de rappeler seulement les faits suivants. Donc, la commémoration du centenaire de la naissance d'Albert Camus, l'année dernière, elle a donné lieu non seulement à toute une série de grandes manifestations culturelles, de colloques, de débats, aussi d'expositions consacrées à l'œuvre et à la vie d'Albert Camus, mais aussi à quelques polémiques et controverses qui ont d'ailleurs toujours accompagné cette œuvre à tous égards exceptionnelle. On se souvient peut-être à ce sujet des remous provoqués par la révocation de l'historien Benjamin Stora comme commissaire de l'exposition Camus à Aix-en-Provence, dont la maire UMP, avait eu l'ardiesse de substituer l'historien Storia, connu pour ses vues critiques concernant la guerre d'Algérie, par Michel Onfray. Donc une décision prise sous la forte pression des rapatriés d'Algérie. La décision provoqua en effet un scandale, et finalement Michel Onfray, qui aurait dû succéder à Benjamin Storia, suite aux protestations que suscitait cette décision scandaleuse, a finalement jeté l'éponge. C'est aussi Michel Onfray, l'auteur du livre Pour un ordre libertaire, la vie de Camus, philosophique d'Albert Camus, publié chez Flammarion il y a 2 ans, qui avait proposé à Nicolas Sarkozy de prendre la décision de transférer le cercueil de Camus, mort accidentellement le 4 janvier 1960, près de la ville de Sens, au Panthéon. Mais cela n'a pas été accepté par les enfants ayant droit de Camus, notamment par son fils Jean Camus, qui s'opposait catégoriquement à cette panthéonisation de son père. Et selon lui, donc, la dépouille mortelle de Camus, représentant par excellence d'une pensée de la Méditerranée, devait absolument rester au cimetière de Longmarin, près d'Aix-en-Provence, où Camus avait acheté une maison en 1956 et où habite toujours sa fille Catherine Camus. Et celle-ci était d'ailleurs personnellement présente dans l'inauguration d'une allée Albert Camus à Nice par le maire de cette ville en novembre 2013. Donc permettez-moi tout d'abord d'évoquer quelques souvenirs relatifs à mes toutes premières rencontres intellectuelles et littéraires, pas personnelles, avec Albert Camus. Donc si mes souvenirs sont bons, ma première rencontre intellectuelle avec Albert Camus remonte à mes années d'études à l'université de Tübingen en Allemagne, au début des années 60, où j'avais, je pense à l'époque, 22-23 ans, où le Zimmertheater, le petit théâtre situé à proximité de la fameuse tour où le vieux Hölderlin avait passé dans la tourmente et dans la folie les dernières années de sa vie, avait affiché et monté la pièce Les Justes d'Albert Camus. Et curieux de mieux connaître ce grand écrivain et philosophe français, dont la disparition subite et tragique avait déjà fait la une des journaux en janvier 1960, je suis donc allé assister à la représentation de cette pièce de théâtre, en tentant de me plonger dans l'univers de ce penseur dont je ne connus jusqu'à ce jour-ci pas plus que le nom. Je fus bouleversé et extrêmement touché par le message philosophico-politique de cette pièce et par sa dialectique, qui, à certains moments, me semblait être assez proche de celle de l'existentialisme sartrien, même s'il y avait des nuances et aussi, évidemment, des différences. Mais à ce moment, je n'avais pas encore lu grand-chose de Camus, sauf les lettres à un ami allemand que j'avais acquis chez un bouquiniste de la Seine lors de ma toute première visite à Paris en juillet 1958. J'avais déjà entendu parler de la peste et de la chute, mais comme d'ailleurs la plupart de mes camarades étudiants qui fréquentaient l'Institut de langue romane de l'Université de Tübingen et sa grande bibliothèque, j'avais préféré lire Sartre, à savoir L'être, le néant, les mouches, le huis clos et les chemins de la liberté. Et en négligeant celui qui avait la réputation d'être son plus grand rival chez les existentialistes, à savoir Albert Camus. Donc il a fallu plusieurs décennies pendant lesquelles je me suis efforcé d'étudier en profondeur l'œuvre du philosophe
Jean-Paul Sartre, ainsi que quelques rencontres plutôt malheureuses avec certains spécialistes de la pensée de Camus, jusqu'à ce que je me sente moi-même enfin mûr et apte à me familiariser avec la pensée de cet écrivain, philosophe, essayiste, à tous égards exceptionnel, dont l'œuvre et l'engagement rivalisaient certes avec celle de Sartre, mais qui n'avait probablement pas réellement mérité d'être attaqué et rejeté par certains avec autant de violence, par exemple lors de la controverse autour de L'Homme révolté en 1952. À vrai dire, c'est la lecture tardive de L'Homme révolté, publié en 1951, qui m'a fourni, après la rédaction et la publication de mes 3 livres sur Sartre, une sorte de clé d'entrée, une sorte de clé d'accès à cette œuvre si riche, si profonde, si marquée par la sincérité d'un grand penseur, humaniste et libertaire. Et mon admiration, malgré la persistance de quelques réserves d'ordre philosophique et politique à l'égard de ce grand contemporain et rival de Sartre, par exemple, les commentaires de Camus sur Marx, je les trouvais souvent pas très convaincantes, ça date sans nul doute de ses lectures, où Camus s'avérait être, entre autres, non seulement un parfait connaisseur de l'œuvre et de la pensée de Nietzsche, mais aussi des penseurs libertaires, et où la confrontation difficile et tenace menée par Camus sur le plan théorique avec Marx, le marxisme et surtout le stalinisme atteignait parfois des sommets tout à fait inattendus. Donc, je voudrais d'abord préciser maintenant quelle est vraiment la place de Camus dans ce mouvement, c'est-à-dire dans l'existentialisme. Mais je voudrais d'abord dire encore un mot sur l'œuvre de Camus en général, et surtout sur certaines œuvres qui sont antérieures à la rédaction de L'Homme révolté. Donc, c'est-à-dire, il est vrai que j'avais pu lire, entre-temps, avant d'affronter un ouvrage si monumental que L'Homme révolté, le mythe de Sisyphe et l'étranger, étant toujours à la recherche de l'essence même de cette pensée originelle, échappant à toute catégorisation et systématisation facile. Il ne m'avait pas échappé pour autant que, par exemple, Noce, une des premières nouvelles du jeune Camus, comportait déjà des passages d'une valeur littéraire exceptionnelle, marqués par un nietzschéisme très très méditerranéen, qu'il y avait là aussi une force de vision et de transgression unique, même un culte, une métaphysique de la terre, du corps et du soleil, qui fascinait énormément. C'était pour découvrir ce nidhi nietzschéen du cri textuel, mis en exergue par certains commentateurs, qui est sans nul doute une des caractéristiques majeures de l'écriture philosophique essayiste de Camus. Mais pourquoi Camus, pouvait-on donc se questionner, oppose-t-il d'une façon si radicale, dans ce contexte précis, la nature à l'histoire, la morale à l'action, l'individu isolé dans son solipsisme au groupe ou à la société tout entière, le sujet au mythe? Pourquoi l'économie, sa critique et l'histoire sont-ils si absents dans ses réflexions et ses analyses? Faisant de la sorte, Camus n'est-il pas, d'une certaine manière, plus proche des Grecs anciens que de nos contemporains? Sa vision du monde n'est-elle pas, comme le soulignent certains commentateurs, réductible à une autophilie? Enfin, Camus est-il vraiment philosophe? Donc, Étienne Bariguet n'est pas le seul commentateur à lui nier ce titre. Parce que lorsqu'il affirme que Camus n'est pas philosophe, je ne crois pas la raison du Camus, sans le dire. Voit-il alors effectivement la raison comme une fleur malsaine de la passion? Et cela ne signifie-t-il pas de déclarer la guerre à Kant, à Hegel, et en un sens aussi à Marx, en puisant dans l'arsenal théorique des objections déjà formulées contre ce rationalisme par Kierkegaard et par Nietzsche? Donc je dirais que l'œuvre camusienne est en effet, dès ses tout premiers écrits,
un hymne à la nature, au ciel, au soleil, à la Méditerranée, un hymne dionysiaque qui atteste ce sentiment étrange et païen de la nature et qui marque en profondeur un récit comme Nos, où l'été a agi. Mais c'est aussi le culte de la nullité, de l'homme exposé directement aux forces de la nature, d'un homme nature exhibé ici contre l'homme conscience, cartésien et hegelien, faisant complètement abstraction de son corps, en s'adonnant à des réflexions purement rationalistes. Ainsi, comme le souligne entre autres Étienne Barillier, par ses noces avec le monde, l'homme, pour Camus, redevient chair, avec juste le peu de conscience qu'il faut pour jouir de ce retour à l'élémentaire. La séparation aristotélicienne et cartésienne entre corps et âme étant suspendue, l'homme est, selon Camus, sous l'union totale du corps et de l'âme, traversé par le vent de Djémila. Donc, il serait pourtant aberrant de ne pas s'en rendre compte dans cette célébration de l'homme chair et de l'homme nature, de l'influence que Nietzsche a exercée sur Camus, en revendiquant par exemple de la généalogie de la morale contre une morale du ressentiment, de la culpabilisation et du refoulement des instincts naturels, le droit du corps et de la chair, nié par toute une tradition philosophique rationaliste chrétienne. Il s'agit là, incontestablement, d'une référence à Nietzsche, mais sans aucun culte excessif du surhomme nietzschéen. C'est la célébration littéraire de l'union extatique où le ressentiment au monde, le dire oui nietzschéen au monde, devient consentement au néant, mais dans le cadre d'une prise de conscience de l'absurdité du monde. Or, ce qui frappe chez Camus, c'est cette analogie du paysage et de l'état d'âme, cette implication de l'émotion et de la topographie, soulignée entre autres par le professeur allemand à l'université de Tübingen, Walter Jens. C'est une célébration littéraire quasi unique dans le monde de la postérité homme-monde et d'une pensée du Midi, qu'un être positif au vitalisme nietzschéen plonge volontairement dans une sorte de réjouissance cosmique, en fêtant l'essence et en opposant à l'ascétisme chrétien et religieux le mot d'ordre vitaliste. Il faut vivre ici et maintenant. Il s'agit donc chez Camus de l'affirmation d'un dionysisme vitaliste qui plonge ses racines non seulement dans Nietzsche, mais aussi dans Plotin, à savoir dans la conception néoplatonicienne de l'âme comme médiation entre l'un absolu et le monde de l'intelligible, avec une accentuation très forte de tout ce qui est beauté et sensualité. Or, l'orientation quasi naturelle de Camus pour le mythe de Sisyphe et la mythologie grecque ne semble être que la conséquence logique de cette pensée anthropologique fondée sur l'union de l'homme à la nature, au soleil et à la mer, sur cette synthèse entre les forces naturelles et la force de l'âme humaine. Dans le mythe de Sisyphe, publié en 1942, donc cet investissement du mythe grec par Camus atteint-il sans nul doute son sommet absolu et en même temps sa toute première grande performance littéraire. En choisissant cette figure emblématique de la mythologie grecque comme incarnation et symbole de sa philosophie de l'absurde, Camus s'exhibe ainsi pour la première fois, sans vouloir pourtant l'admettre réellement, comme un penseur existentialiste, mais avec beaucoup de réserves exprimées en même temps à l'égard de l'existentialisme sartrien et son ontologie phénoménologique de l'être et du néant, en mettant plutôt l'accent sur l'impossibilité, sur le non-sens, sur l'absurdité et la vanité de l'action humaine dans ce monde de l'injustice. Tentons donc maintenant de déterminer la place exacte de Camus dans ce mouvement existentialiste. Donc, par ses origines conceptuelles, le courant de pensée appelé existentialisme, qui s'est développé dans l'histoire de la philosophie du XXe siècle, renvoie tout d'abord à la philosophie de l'existence, à celle fondée au XIXe siècle par Søren Kierkegaard, mais simultanément, il dépasse aussi cette pensée, principalement fondée sur une subjectivité radicale du vécu et de l'expérience,
par exemple celle du se comprendre en existence de Kierkegaard, en direction d'une philosophie de l'être-là, du Dasein, pour laquelle l'essence de l'être-là est fondée, comme par exemple dans la pensée de Heidegger, sur son existence. Son fondement philosophique est donc la conviction que l'existence, existentia en latin, précède toujours l'essence, l'essentia. Tandis que la philosophie de l'existence de Kierkegaard n'était rien d'autre que la tentative d'opposer à la philosophie universelle de l'esprit de Hegel, avec son sacrifice du particulier à l'esprit mondial objectif, une pensée radicale du sujet, dans le cadre d'une philosophie de l'intériorité subjective, religieuse, repliée sur elle-même, qui se force surtout de connaître l'existence subjective dans l'expérience du vécu. Pour Kierkegaard, la croyance, la foi exprime a priori donc un rapport non rationnel à l'absolu. Dans l'existentialisme du XXe siècle, version Heidegger, Sartre, Jaspers, prédomine évidemment la tentative de convertir cette pensée de l'existence, au-delà de tous les liens théologiques et au-delà de toute transcendance, dans une analytique existentielle de l'être-là, donc du Dasein, où les caractères ontiques du Dasein sont définis comme des existentiaux. Dans l'introduction de l'ontologie existentielle de Heidegger en France, Emmanuel Levinas, avec ses livres de l'existence à l'existant, en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Jean-Paul Sartre avec l'être le néant, Jacques Derrida avec violence et métaphysique et l'écriture de la différence, ont joué un rôle important de médiateur. Mais ce transfert, cette médiation, allait de pair avec un processus de différenciation au fur et à mesure que l'influence très forte de l'ontologie phénoménologique existentielle de Heidegger sur la pensée française contemporaine, s'appelant l'existentialisme, ne s'accompagnait pas d'une simple appropriation non critique des thèses et concepts heideggeriens, mais de leur transformation partielle, notamment chez Sartre, qui par exemple dans l'être le néant critique le concept heideggerien du Mitsein, de l'être avec, ainsi que la définition heideggerienne de la coexistence des diverses formes de conscience dans l'être dans le monde, comme le vrai tréfond de l'être, Seinsgrund. Il critique, entre autres, que le concept du Mitsein chez Heidegger s'efforce avant tout de décrire phénoménologiquement la sombre existence du capitaine d'un navire à son équipage, et non pas vraiment les rapports de l'individu à un autre individu. Sartre critique aussi, dans ce même contexte, comme le fait aussi d'ailleurs Adorno, plus radicalement, le concept heideggerien de l'authenticité, la Eigentlichkeit. Puis Sartre prendra aussi cette distance dans son essai « L'existentialisme est un humanisme » par rapport à l'anti-humanisme de Heidegger, rejetant l'humanisme défendu par Sartre au nom du combat contre l'oubli de l'être. Donc, contrairement à Sartre, Albert Camus, qui ne s'autodéfinit pas explicitement, je répète, comme existentialiste, mais même s'il appartient incontestablement aussi à ce courant, mettra en revanche au centre de sa pensée et de son œuvre, plus littéraire que philosophique, non pas l'être ou le néant au sens de Heidegger et de Sartre, mais l'absurde. L'absurde précisément non pas dans le cadre d'une analytique phénoménologique ontologico-existentielle, mais au nom d'une philosophie de la révolte, d'une philosophie du se rebeller moralement contre des conditions insupportables dans ce monde. Il semble nier tout sens à la vie. Pour Camus, l'absurde a bien son origine dans le hiatus entre la facticité et une réalité déterminée, entre un agir individuel ou collectif et le monde qui est plus fort que l'action humaine. Par exemple, dans le mythe de Sisyphe, l'absurde désigne chez Camus quelque chose qui détruit toutes nos espérances élémentaires. Autrement dit, l'absurde occupe dans sa pensée la place qu'occupe précisément le néant de la pensée de Sartre. Donc, le représentant typique de cet absurde est en effet Sisyphe, qui, dans le mythe grec ancien, est condamné à transporter donc un rocher au sommet d'une colline et qui, en échouant,
doit toujours recommencer ce travail, symbolisant une activité pénible, épuisante, privée de tout sens. Il y a dans l'œuvre et la pensée d'Albert Camus, incontestablement, au courant des années 40, un passage, une transition de cette pensée de l'absurde, donc qui est aussi exprimée, incarnée dans sa célèbre nouvelle L'étranger, dans le personnage de Meursault, vers une pensée de la révolte, qui les conduit logiquement vers la rédaction, entre 1948 et 1951, du livre L'homme révolté. Et dans ce livre, qui a évidemment déclenché une grande polémique, et conduit entre autres à la rupture de l'amitié de Camus avec Sartre, Camus justifie, en se réclamant simultanément de Nietzsche et de Stirner et de toute une tradition de la pensée libertaire, la révolte comme mode d'être adéquat de l'auto-affirmation du moi contre le monde extérieur. Même s'il critique simultanément le nihilisme de Stirner et toutes les formes de violence révolutionnaire destructrice. Donc, dans sa pièce de théâtre, Les Justes, Camus a bien exposé le dilemme moral de l'action des révolutionnaires anarchistes russes, en s'inspirant de l'affaire de l'assassinat du grand-duc Serge de Romanov à Saint-Pétersbourg en 1905. Il met en scène comment le héros, Kaliaïev, hésite au tout dernier moment à jeter la bombe sur le carrosse du grand-duc Serge, donc un grand représentant du régime du tsar russe, lorsqu'il s'aperçoit qu'il est accompagné de son épouse et de ses enfants. L'action révolutionnaire nous enseigne à ce propos qu'Camus peut devenir immorale, sinon criminelle, si elle ne tient plus compte du fait qu'on doit absolument éviter de tuer des innocents. Comme le souligne Camus, donc la négation destructrice, le vrai moteur de la révolte anarchiste individualiste stirnerienne, est clairement dirigé contre toute affirmation, alors que pour Camus, la révolte est simultanément négation, donc du mal, de l'oppression, et affirmation positive de la possibilité d'une vie et d'un monde autre, plus juste. Et c'est la quintessence même de sa propre philosophie de la révolte, dans le cadre de sa propre vision existentialiste. Donc, il est tout à fait vrai que l'auteur du mythe Sisyphe, de l'étranger et de l'homme révolté, ne voulait pas être classé existentialiste. Il ne disait pas, Camus ne disait pas existentialiste, il ne voulait pas être un second Sartre. Ce qui explique, peut-être pour une grande part, ces réactions aux critiques qui lui avaient été adressées, entre autres par le camp sartrien, après la publication de L'homme révolté. Mais en même temps, nul ne peut réellement ignorer le grand talent philosophique de Camus, sa profonde inspiration par Nietzsche, par Plotin, hélas non lise par son mentor Jean Grenier, comme le note son biographe Olivier Todd. Camus, avec son style plutôt littéraire, contribua incontestablement à des avancées philosophiques, sinon en s'opposant à l'esprit de système hegelien. Or, après avoir placé donc le tout premier cycle de son œuvre sous le signe de l'absurdité, de l'absurde, donc l'étranger, le mythe Sisyphe, Caligula, Camus abordera donc dans son essai de l'année 1951 explicitement donc le thème de la révolte et de la révolution, ouvrant ainsi un second cycle dans sa pensée. Évidemment, qu'est-ce que c'est la révolution pour Camus dans l'homme révolté? N'est-ce rien d'autre qu'un mouvement qui boucle la boucle, qui passe d'un gouvernement à l'autre? Après une translation complète, s'interroge-t-il. N'est-ce pas plutôt un manifeste justifiant la révolte individuelle sous toutes ses formes, mais critiquant, rejetant en même temps la révolution comme une action organisée, étouffant la révolte? Alors, analysons d'abord ce qu'est vraiment la révolution pour Camus. Donc, selon la définition fournie par Camus, donc, la révolution est a priori l'insertion d'une idée dans l'expérience historique. À savoir une insertion qui postule un lien direct entre l'idée et l'action révolutionnaire. Selon Camus, la révolution
au fur et à mesure qu'elle s'efforce à insérer dans l'histoire l'absolu métaphysique, n'est que cette volonté d'insertion. Mais en la réalisant, en faisant appel à d'importants sacrifices humains, elle, c'est la profonde conviction de Camus, elle dévie notamment en étouffant sous ses pieds la révolte, en trahissant ses propres idéaux. Elle échoue, notamment par l'excès de violence et de crimes commis en son nom. Donc il n'est pas faux de prétendre qu'au moins dans une large partie, l'histoire des révolutions du XXe siècle donne raison à cette hypothèse camusienne. Mais Camus ne veut évidemment pas se borner à la description du phénomène révolutionnaire en général à travers le prisme de ce scepticisme, ni analyser en détail les causes historiques et économiques précises des grandes révolutions et de leur échec. Il s'agit surtout et en premier lieu pour Camus de valoriser la révolte individuelle surtout, et de stigmatiser la dégénérescence des révolutions, notamment des révolutions historiques du XXe siècle, inspirées par Marx. Bon, par exemple, n'évoque pas la Révolution française, en un pouvoir et un empire totalitaire où l'homme révolté sera anéanti par une machine étatique ultra-bureaucratique et inhumaine, s'imposant comme nouveau pouvoir absolu. Donc la faute idéologique et théorique pour la jeunesse et les pratiques de ce totalitarisme, par exemple dans le cas de l'évolution de l'Union soviétique après la révolution d'octobre, soit attribuée par Camus non seulement à Lénine et à Staline, mais aussi à Marx, nous semble fragiliser un peu l'argumentation de l'auteur de L'Homme révolté, et indiquer aussi que les lectures camusiennes de Marx, très influencé évidemment dans de multiples aspects par certains auteurs libertaires, portent aussi malheureusement la marque d'une certaine incompréhension, fausse interprétation aussi à l'égard de la théorie marxienne de l'émancipation et de la révolution sociale qui peut parfois étonner. Donc, si l'on compare maintenant, et ça c'est très intéressant, les positions respectives et le statut philosophico-politique de la révolte chez Camus à celle de Sartre. Alors on parvient au résultat suivant. Donc selon Sartre, je me réfère surtout ici à ce que Sartre écrit dans la révolte, dans les cahiers pour une morale. Selon Sartre, la révolte, c'est le seul chemin de l'esclave pour échapper à la déshumanisation de l'homme. Et c'est le refus concret dans les actes du pouvoir du maître. Il s'agit donc d'un refus concret et individuel, donc d'un terrorisme anarchique. Là, Sartre est en effet très proche de la définition de la révolte par Camus dans L'Homme révolté. Je cite, « L'esclave se révolte individuellement, tente de tuer le maître ou le surveillant, met le feu aux granges, à la maison, et pris est immédiatement mis à mort. La situation veut que la vraie morale humaine prenne naissance dans cet acte isolé, purement individuel, de violence purement négative. » Et comme ça, je le souligne, en outre, dans les cahiers pour une morale, la revendication de la simple possibilité pour l'homme d'être humain dans un monde inhumain, c'est-à-dire d'être une libre transcendance dans le monde, ne peut se présenter que comme destructrice sans contrepartie d'un ordre humain. Donc, ce qui souvent explique que le violent ou l'incendiaire, son acte de destruction commis, ne le comprend plus. Il a commis contre l'ordre et dans l'acte même se trouvait une compréhension d'un autre ordre dont il ne savait pas s'il se dévoilerait sous la simple ruine de l'ordre établi ou s'il faudrait l'inventer. Donc là, Sartre n'est vraiment pas très loin de Camus qui, dans L'Homme révolté, affirme que l'acte de révolte, l'action du révolté est simultanément un acte de destruction et d'affirmation d'un ordre moral et sociétal autre, que le révolté dit non seulement non à l'oppression et à l'aliénation, mais aussi oui à la vie, à un monde autre, plus juste. Donc il n'est pas a priori nihiliste dans ses actes, mais que cette violence destructrice comporte en même temps l'affirmation positive d'autres valeurs opposées aux valeurs de l'ordre existant. Donc l'homme révolté n'est pas nihiliste. Cependant, Sartre se démarque quand même un peu de Camus dans ce texte en soulignant que le révolté, une fois l'acte accompli, se retrouve du côté de l'ordre établi,
rien ne s'est produit, sauf un petit désordre local, et l'incendiaire, repris par l'ordre, va déclarer devant ses juges: je ne sais pas pourquoi j'ai fait cela. La violence a donc conclu Sartre une autre source, la faim, l'interdiction du maître de manger de la viande, etc. La révolte de l'opprimé dévoile donc les forces implicites de la violence dissimulée sous le régime de l'ordre. Or, chez Camus, la révolte comme acte de résistance et d'indignation, chez Camus, c'est un peu différent. Et donc, c'est dans le 5e chapitre, intitulé La pensée du midi, que la philosophie de la révolte, esquissée par Camus, dans les chapitres précédents, atteint incontestablement son sommet, sinon son apothéose. C'est parce qu'ici, au cours de longs développements, écrit dans un style inimitable et parfait, dirais-je, l'auteur de L'homme révolté réussit vraiment à définir, avec une force de conviction contestable, incontestable, l'essence même de la révolte par la description de son contenu et de ses limites. Donc, les problèmes que Camus s'efforce de résoudre, avec ses réflexions tournant toujours autour de la question de la révolte et du meurtre, ne sont pourtant pas faciles. Voilà les problèmes. Je le prends dans l'ordre. Camus les traite. Donc, sommes-nous encore dans un monde révolté? La révolte n'est-elle pas devenue, au contraire, l'alibi de nouveaux tyrans? Nous sommes contenus dans le mouvement de révolte. Peut-il, sans scandale ou sans subterfuge, se concilier avec le meurtre? La révolte est-elle un acte de résistance individuelle, opposé au collectif, voire à la société tout entière? Ou peut et doit-elle, sous certaines conditions, déborder du « je suis » vers le « nous sommes »? La révolte ne tire-t-elle pas sa force morale avant tout du fait qu'elle assigne à l'oppression une limite en deçà de laquelle commence la dignité commune à tous les hommes, en définissant une première valeur? Voilà donc les questionnements de Camus. Donc, comme Camus le met en évidence, une des caractéristiques majeures de la révolte est que le révolté coupe le monde en deux. Il se dresse au nom de l'identité de l'homme avec l'homme, et il sacrifie l'identité en consacrant dans le sang la différence. Son seul être, au cœur de la misère et de l'oppression, était dans cette identité. Le même mouvement qui visait à l'affirmer le fait donc cesser d'être. Donc il est évident que pour Camus, le meurtre commis par le révolté, et il pense évidemment aux anarchistes russes et surtout à Kaliaev dans Les Justes, c'est une exception désespérée parce que l'effraction qu'il effectue dans l'ordre des choses est sans lendemain. Il est insolite. Il est la limite qu'on ne peut atteindre qu'une fois et après laquelle il faut mourir. Donc ce qui compte, c'est en revanche le fait que tout révolté, par le seul mouvement qui le dresse contre l'oppresseur, plaide pour la vie, s'engage à lutter contre la servitude, le mensonge et la terreur, et affirme, le temps d'un éclair, que ces trois fléaux empêchent les hommes de se retrouver dans la seule valeur que puisse les sauver du nihilisme. Ce qui le motive, ce n'est donc pas le désir de liberté totale revendiqué par Sartre, mais cette insurrection morale contre la servitude et l'oppression qu'avait déjà évoqué Étienne de la Boétie. Pour Camus, en défiant encore une fois Sartre, la révolte n'est nullement une revendication de liberté totale. Au contraire, le révolté fait le procès de la liberté totale. Il conteste justement le pouvoir illimité qu'autorise un supérieur à violer la frontière interdite. La révolte veut qu'il soit reconnu que la liberté a ses limites partout où se trouve un être humain, la limite étant précisément le pouvoir de se révolter de cet être. C'est la raison pour laquelle donc, le révolté, même s'il doit revendiquer une certaine limite pour lui-même, ne doit en aucun cas, dit Camus, détruire l'être et la liberté de l'autre. Il n'humilie personne. La liberté qu'il réclame, il la revendique pour tous. Celle qu'il refuse, il l'interdit à tous. Il n'est pas seulement esclave contre le maître, mais aussi homme contre le monde du maître et de l'esclave. Donc avec ces affirmations,
Camus oppose en effet une conception nihiliste de la révolte, une conception nietzschéenne, vitaliste et presque dionysiaque, qui célèbre l'homme révolté comme homme créateur et homme artiste, niant les valeurs établies. Tout en reconnaissant la validité de la dialectique hegelienne, de la servitude et de la maîtrise, il marque donc une double distance par rapport à la conception existentialiste sartrienne de la révolte, par rapport à la vision marxienne de la révolte qui privilégie la détermination sociale et socio-économique de la révolte comme mouvement insurrectionnel de protestation. Mais en même temps, cette conception camusienne, nietzschéenne de la révolte nous semble frôler aussi parfois celle de Stéphane Hessel, qui, avec son mot d'ordre « indignez-vous », a fait de l'indignation face aux injustices insupportables de ce bas monde le mot-clé d'un mouvement de protestation et de révolte individuelle et collective qui, dans ses diverses facettes, allant des indignados en Espagne jusqu'à Occupy Wall Street, a bien réussi à lancer un grand cri de révolte à l'échelle mondiale contre les injustices créées, entre autres, par l'oligarchie financière et l'ordre économique néolibéral. Ayant en commun avec Camus l'identification du révolté avec l'homme qui, face aux horreurs, aux injustices et à l'inhumanité du XXe siècle, ose dire non, la révolte de Stéphane Hessel se distingue cependant de celle préconisée par Camus seulement par le fait qu'elle n'est nullement articulée, comme celle de Camus, à un quelconque dionysisme nietzschéen ou une vision esthétique de la vie, mais qu'elle a une motivation exclusivement et profondément morale. S'il y a révolte, donc c'est que le mensonge, l'injustice et la révolte font en partie la condition du révolté. Donc, chez Hessel, donc dans Indignez-vous, considérant que le motif de base de la résistance était l'indignation, Stéphane Hessel l'appelle, tout en dénonçant les grandes injustices de ce monde, notamment l'écart grandissant entre les très riches et les très pauvres, la dictature des marchés financiers, etc., et à une insurrection pacifique et non violente, dont le mot d'ordre est « créer, c'est résister ». Résister, c'est créer. Donc il est pour ainsi dire donc, en état, le révolté est donc pour ainsi dire, en état d'insurrection morale permanente. La valeur qui le tient debout ne lui est jamais donnée une fois pour toutes, il doit la maintenir sans cesse. L'être qu'il soutient s'effondre si la révolte à nouveau ne le soutient, dit Camus. Donc, fidèle à ses origines, le révolté démontre dans le sacrifice que sa vraie liberté n'est pas à l'égard de sa propre mort, il découvre en même temps l'honneur métaphysique. Kaliaïev se place alors sous la potence et désigne visiblement à tous ses frères la limite exacte où commence et finit l'honneur des hommes. L'élan révolutionnaire du révolté est donc étroitement déterminé par les exigences de la justice et de la liberté, donc deux principes qui, comme l'histoire des révolutions l'a montré, peuvent aussi entrer en conflit, puisque la liberté absolue, c'est le droit du plus fort de dominer. En revanche, la justice absolue détruit, elle, la liberté. C'est de ce constat que Camus déduit alors la thèse de l'opposition irréductible entre le mouvement et la révolte et les acquisitions de la révolution. Il affirme pour l'essentiel que la révolution se propose dans un premier temps de satisfaire l'aspect de révolte auquel elle doit sa naissance. Mais dans un second temps, elle s'oblige à nier pour mieux s'affirmer elle-même. Elle se met alors à réprimer et à étouffer la révolte. Or, l'histoire des révolutions du XXe siècle a, hélas, confirmé ce diagnostic pessimiste de Camus, car il n'y a pas une seule, que la révolution soit marxiste ou nationaliste, qui ait pu échapper à ce destin d'étouffer en son sein même la révolte, au nom précisément de la révolution. Nous rappelons seulement à ce propos que déjà 4 ans après la victoire des bolcheviks en novembre 1917 en Russie, les libertaires russes ont été éliminés brutalement lors de la révolte de Kronstadt par l'intervention de l'armée rouge.
qu'en Espagne, l'intervention de l'Union soviétique en faveur des républicains dans la guerre civile espagnole entraîna la liquidation physique par les agents du NKVD d'un grand nombre de militants anarcho-syndicalistes de la CNT ainsi que des militants du POU trotskiste. Rappelons qu'après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans pratiquement tous les pays de l'Est, des oppositionnels de gauche, socialistes et libertaires, à l'instauration de la dictature des apparatchiks et de stalinienne mémoire, ont été victimes de purges et d'épuration. Je rappelle qu'en Allemagne de l'Est, 1953, Hongrie, 1956, des révoltes ouvrières ont été brutalement réprimées par l'intervention militaire directe de l'Union soviétique, faisant une centaine de morts à Berlin-Est et environ 30 000 morts dans les rues de Budapest. Donc, je pourrais citer d'autres exemples. Donc, par exemple, à Cuba, après la victoire des guerrilleros, conduit par Fidel Castro en janvier 1959, un grand vent de liberté semblait d'abord souffler sur ce pays, pendant les premiers mois après la chute du dictateur Haït Batista. Mais déjà, à la fin de l'année 1960, selon Simone de Beauvoir, donc le gouvernement révolutionnaire cubain imposa les premières restrictions de la liberté. Donc, dans les années qui suivirent, l'exacerbation du conflit avec les États-Unis et le rapprochement progressif de Cuba à l'Union soviétique eut comme conséquence, notamment après l'échec de l'invasion des mercenaires anticastristes dans la baie de Cochon, l'introduction successive à Cuba des méthodes soviétiques et l'instauration d'une bureaucratie étatique unipartitiste oppressive. La conséquence était que non seulement, je sais parce que j'ai été 2 fois à Cuba, j'ai fait 2 voyages à Cuba, donc je sais de quoi je parle. La conséquence était que non seulement les voies et possibilités d'expression de l'opposition, disons bourgeoise, de droite pro-américaine, étaient étouffées par le gouvernement révolutionnaire cubain, mais aussi celles de nombreux oppositionnels de gauche, parmi eux celle de la quasi-totalité des militants trotskistes et libertaires. Progressivement, donc, ce territoire libre en Amérique, selon la célèbre formule médiatique de la radio de la Havane, se trouvait transformé, avec l'aide des experts soviétiques et est-allemands, en un état policier de surveillance, où une simple remarque critique rapportée aux autorités suffisait pour être arrêté, interrogé et jeté en prison. Et avec la suspension donc, des droits des citoyens à l'expression libre, de la presse et de la réunion, donc qui étaient des droits constitutionnellement garantis, la révolution cubaine, donc il pouvait pour sa part se vanter d'avoir quand même le meilleur système de santé en Amérique latine, se figeait donc progressivement au courant des années 1970 en des structures de plus en plus autoritaires, pour devenir finalement, aux grandes dames des trotskistes et des libertaires, qui avaient d'abord soutenu le régime castriste, une incarnation typique du socialisme autoritaire, sans pour autant atteindre jamais les excès donc, du régime communiste de la Corée du Nord ou celle du régime stalinien de Enver Hoxha en Albanie. Mais évidemment en persécutant, avec son appareil de répression, tout élément oppositionnel ou dissident, y compris les homosexuels et les simples défenseurs des droits de l'homme, la révolution cubaine, portée au nu par l'intelligentsia critique marxiste française révolutionnaire et des pays d'Amérique latine et d'Europe, à cause de son esprit de résistance anticolonialiste et anti-impérialiste, écrasait donc en son sein même, comme l'avait prévu Camus, dans ses pronostics les plus pessimistes, toute révolte en utilisant des méthodes qui ne ressemblaient que trop à celles employées par les bolcheviks contre l'opposition socialiste libertaire en Russie à partir de l'année 1921. Évidemment, il y a des raisons atténuantes pour Cuba à cause, précisément, des effets du blocus économique impérialiste imposé par les États-Unis en représailles contre les nationalisations des firmes et sociétés nord-américaines auxquelles le régime cubain avait procédé dès l'année 1960. Donc, évidemment, ça a provoqué des appels efficaces et répétés des autorités cubaines à l'unité de la nation et à l'adhésion populaire de tous à la politique de résistance du gouvernement révolutionnaire. Évidemment,
Donc le climat régnant à l'intérieur de cette forteresse socialiste, en permanence assiégée et menacée par une invasion militaire nord-américaine, avait beaucoup favorisé ce durcissement progressif du régime cubain. Mais fallait-il, c'est une question que je me pose, parce que là je suis allé, j'avais beaucoup de sympathie, fallait-il vraiment aller si loin dans l'imitation des méthodes bureaucratiques de l'Union soviétique de Staline et des pays de l'Est? Fallait-il à tel point sacrifier les libertés civiques à la justice de l'histoire? C'est la grande question. Ça concerne toutes les révolutions, on peut dire toutes les révolutions marxistes et socialistes. Et bon, on pourrait évoquer le cas de la Chine et autres, mais je dois évidemment faire attention au temps qui n'est pas trop longue, mais évidemment, on peut dire qu'il y avait donc à la fin des années 30, des années 60, dans un seul pays de l'Est, un seul pays, la fin de la dictature totalitaire du parti et de la démocratisation progressive de la société, rétablissant les libertés civiques et le pluralisme politique dans le cadre de la société socialiste. Ça a été réalisé, évidemment, avec le concours actif des dirigeants réformateurs du Parti communiste au pouvoir, c'est-à-dire Alexandre Dubček en Tchécoslovaquie. Donc, elle n'a duré que 6 mois et a été brutalement écrasée par les chars soviétiques, envahissant Prague en août 1968, mettant ainsi brutalement fin à ce seul exemple historique d'un socialisme à visage humain. Donc, avec un bilan si négatif, dû à la propagande négative permanente, disons, du socialisme, communisme autoritaire au pouvoir. Il est évident que l'image du socialisme a été en effet si dégradée dans l'opinion publique mondiale et auprès des masses au XXe siècle, que les chances du socialisme en tant que mouvement d'émancipation, de pouvoir réaliser autrement et beaucoup mieux l'idée du socialisme, qui n'a cependant pas tout été enterré, comme nous le rappelle aussi à juste titre André Gortz, semble être définitivement compromise. La force de Camus est effectivement d'avoir eu, comme un des premiers intellectuels, pleine conscience de cet état de choses et de ce dilemme, en mettant en évidence, avec beaucoup de force de conviction, qu'une des causes des perversions bureaucratiques et totalitaires qu'a connu le socialisme-communisme dans son histoire au cours du XXe siècle est la dialectique spécifique entre la volonté de changement radical affichée par le pouvoir révolutionnaire et l'emploi de la violence qui conduit en effet, presque sans aucune exception, dans l'histoire des révolutions marxistes du XXe siècle, à une situation où la volonté de réaliser la justice l'emporte largement sur la liberté, les libertés individuelles et la contrainte collective sur l'individu, et où finalement les libertés individuelles seront annihilées. Donc, tandis que la révolte est l'expression pure et existentielle d'une indignation contre une condition devenue insupportable, donc un cri de non adressé au pouvoir oppresseur, s'accompagnant, comme l'affirme Camus, d'un oui à un monde autre, plus juste, et à des valeurs opposées à celles de l'ordre existant, la révolution, en se faisant le porte-parole du changement libérateur, définitif et radical, a clairement tendance à étouffer la révolte et les libertés sous son rouleau compresseur, tout en exaltant sa volonté de faire justice. Profitant des multiples cris de révolte des révoltés, elle crée finalement, ou non précisément, de la lutte de classe ou de l'avènement d'une société sans classe et de la lutte contre les privilégiés, et crée des structures autoritaires et de nouvelles hiérarchies qui étouffent la révolte et étouffent la liberté au nom de la discipline, au nom de l'ordre nouveau juste, au nom du centralisme démocratique qui s'avère assez tôt comme un centralisme étatique bureaucratique. Elle enterre donc, avec sa police et son appareil de surveillance et de répression, la révolte, et avec elle toutes les espérances utopiques dans l'avènement d'une société vraiment autre, solidaire, autogérée et fraternelle, sans hiérarchie et sans violence. Bien, finalement, je m'approche de la conclusion. Qu'est-ce que c'est cette révolte comme
mouvement de vie chez Camus. Évidemment, la révolte, pour Camus, la révolte comme seul remède et attitude positive contre le nihilisme est un mouvement de vie, dont le cri le plus pur fait se lever un être. Elle est donc amour et fécondité, où elle n'est rien. Elle bute inlassablement contre le mal, à partir duquel il ne lui reste qu'à prendre un nouvel élan. Cette exaltation de la dimension vitaliste de la révolte par Camus, loin de déboucher sur un quelconque optimisme, va cependant se de pair avec un pessimisme réaliste. Prenons acte dans la plus grande désillusion du fait que depuis le XXe siècle, la somme totale du mal n'a pas diminué dans le monde et qu'aucune parousie, ni divine ni révolutionnaire, ne s'est accomplie. Si bien qu'une injustice demeure collée à toute souffrance, même la plus méritée aux yeux des hommes. L'action de l'homme est donc, par la force des choses, limitée dans ce contexte, car, même dans son plus grand effort, l'homme ne peut que se proposer de diminuer arithmétiquement la douleur du monde. Mais l'injustice et la souffrance demeureront. Accepter cet état de choses avec fatalisme, ce n'est pourtant pas l'affaire de Camus ou de l'homme révolté, vu que la place de ce dernier est bien, comme le souligne Camus, toujours du côté de ceux qui souffrent, à savoir des humiliés, des offensés, des exploités. Mais à la différence des révolutions du calcul, préférant un homme abstrait à l'homme de chair, comme dit Camus, la révolte de l'homme révolté est toujours un combat contre l'injustice, contre la tyrannie, et contre toutes les formes de domination, qui est en même temps un combat pour la vie, pour l'amour, pour la fraternité, la fécondité, qui défie non seulement l'oppression, mais aussi le danger de l'instauration, au nom de la révolution et de ses valeurs, d'un césarisme révolutionnaire, substituant l'ancien régime d'oppression par de nouvelles formes de domination, justifiées cette fois par l'idéologie révolutionnaire et par l'histoire. Alors, quand la révolution, au nom de la puissance et de l'histoire, devient cette mécanique meurtrière et démesurée, une nouvelle révolte devient sacrée au nom de la mesure et de la vie. Nous sommes à cette extrémité, dit Camus. Au bout de ces ténèbres, une lumière pourtant est inévitable, que nous devinons déjà, et dont nous avons seulement à lutter pour qu'elle soit. Donc cette lumière n'annonce rien d'autre qu'une nouvelle renaissance de l'humanité, celle pour laquelle il n'a cessé de lutter toute sa vie d'écrivain et d'intellectuel, en citant comme témoins non plus Marx, mais plutôt Nietzsche et René Char, pour lequel l'histoire n'est en effet qu'une ombre fugace et cruelle, où l'homme n'a plus sa part, et qui a pu inspirer Camus à penser et à écrire que qui se donne autant de sa vie à la maison qu'il défend, à la dignité des vivants, celui-là se donne à la terre et on reçoit la moisson qui ensemence et nourrit à nouveau. En regrettant que le secret de l'Europe est qu'elle n'aime plus la vie, que les hommes d'Europe se sont jetés dans une démesure inhumaine, en niant la juste grandeur de la vie, Camus exhibe finalement, pour conclure, en guise de témoin par excellence de ce combat de la révolte pour la vie et la dignité, encore une fois, la figure de Kaliaïev, des justes, et ses frères du monde entier, qui élisent, je cite, « Ils nous donnent en exemple la seule règle qui soit originale aujourd'hui, apprendre à vivre et à mourir, et pour être homme, refuser d'être Dieu. » Donc rien d'étonnant donc que l'homme révolté, cet essai magnifique qui parviendra rapidement depuis sa parution en 1951, à être élevé au rang d'une Bible de l'esprit de la révolte, se termine et s'achève donc avec cette unique apothéose de la vie, de la terre et de la joie, qui bien sûr n'a absolument rien de beethovenien, mais qui est tout à fait caractéristique, encore une fois je pense, pour l'esprit méditerranéen de Camus. Je cite, « Dans la lumière, le monde reste notre premier et notre dernier amour. Nos frères respirent sous le même ciel que nous, la justice est vivante. Alors naît la joie étrange
qui aide à vivre et à mourir et que nous refuserons désormais de renvoyer à plus tard. Sur la terre douloureuse, elle est livrée inlassable, l'amère nourriture, le vent dur venu des mers, l'ancienne et la nouvelle aurore. Avec elle, au long des combats, nous referons l'âme de ce temps et une Europe qui, elle, n'exclura rien. Fin de citation. Donc oui, la révolte est nécessaire. Elle est à la fois protestation, indignation et élan vital. Elle a été et restera toujours capable de renverser des dictateurs et des régimes tyranniques et autoritaires de toutes sortes. Elle est aussi un ferment de la démocratie, car nos démocraties ont réellement besoin d'être régénérées de temps en temps par des révoltes et même des insurrections citoyennes pour rester vivants. Elle sera aussi un rempart contre le grand danger politique qui nous menace dans ce contexte de découragement et d'écœurement créé par une politique trop austéritaire menée par les socialistes au gouvernement. Elle devra donc affronter, dans un contexte difficile, une droite revancharde, conservatrice et une extrême droite qui ne cesse de tirer le maximum de profit de cette situation catastrophique pour la gauche. Il risque donc de s'imposer dangereusement aux prochains rendez-vous électoraux. Mais cette révolte, pour être efficace, ne sera pas une révolte dans le vide des désespérés, des dégoûtés, des déçus d'une politique qui écœure, comme dit André Gautosel, mais articulée au projet d'une vraie alternative écologique, socialiste, démocratique, émancipatrice et sociale à la société existante. Merci. Merci à nos ministères. Nous avons un peu plus d'une bonne demi-heure pour poser vos questions, débattre avec le conférencier. Donc la parole est à vous. Le premier d'entre vous.